C'est à l'église Sainte-Julienne de Montcalm, dans le diocèse de Joliette, que s'est tenu le 3e colloque organisé par l'Institut Rocher, la revue Égard, de même que la librairie Ville-Marie, ainsi que Campagne Vie, autour de réflexions intellectuelles portant sur la Révolution tranquille. Un CDQ s'est rendu sur place pour vous. Alors, nous, ce que nous faisons ici, c'est que nous sommes une journée, un moment de rencontre pour créer des alliances, pour réfléchir et trouver les principes qui peuvent conduire à notre action. Que peut-on espérer pour l'avenir pour nos citoyens? Eh bien, on a abordé la question des origines catholiques de la Révolution tranquille. D'abord, la première chose, une meilleure connaissance de notre situation politique et les causes qui ont conduit à ce que nous avons maintenant et qu'on appelle le Québec moderne. Il y avait dans l'Assemblée d'aujourd'hui une forte représentation de parents qui sont inquiets pour l'éducation de leurs enfants, pas seulement l'éducation religieuse, mais l'éducation en général. Et ils cherchent des solutions. Alors, ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui, nous avons pris la méthode de l'action catholique, voir, juger, agir. Alors, dans un premier temps, comprendre les événements qui, de 1930 à 1960, ont préparé la Révolution tranquille. Alors, c'est à l'aide d'un livre écrit par un historien, Michael Govreau, que nous avons fait un peu la généalogie ou l'archéologie de cette Révolution tranquille. Intellectuellement... On pourrait dire l'archéologie du savoir. Oui. Intellectuellement, elle commence en 1930. Par des leaders de l'Action catholique qui sont en lien avec le mouvement personnaliste à Paris, avec Emmanuel Mounier, Nédoncel, Blondel et beaucoup d'autres. Les leaders de l'Action catholique de cette époque sont Jean Marchand, Gérard Pelletier, Claude Ryan, Jean-Charles Falardeau, Réginald Boisvert. Alors, tous des gens qui vont parvenir au pouvoir ou qui vont occuper des postes importants dans la société. Et ces gens veulent résoudre un problème, c'est celui d'abord de la crise effroyable qui secoue l'univers, la grande crise économique de 1930, et aussi adapter le catholicisme pour qu'il puisse survivre à la modernité. Parce que eux, ils ne veulent pas mettre de côté le catholicisme, mais ils voient qu'il n'y a pas d'avenir. Et ils vont essayer, en empruntant les idées personnalistes de la France, ils vont essayer de trouver des solutions. Alors, parmi les grands maîtres à penser qui vont nous donner des solutions et qu'on va appeler la Révolution tranquille, il y a Fernand Dumont. Il y a eu deux conférences qui ont porté sur M. Dumont, lesquelles nous ont permis de voir son point de vue que je pourrais résumer de la façon suivante. Et il y a une culture populaire, une culture familiale, et il y a la culture qui critique et celle qui va de l'avant, la culture scientifique. Qui s'interroge aussi. Qui s'interroge et qui est non pas une culture limitée à un petit village ou à une famille, mais une culture qui est universelle. Alors, l'ambition de Fernand Dumont et de ses disciples, ce sera d'ouvrir le Québec à l'universel, à la critique universelle et à mettre de côté toutes les institutions qui soutiennent la première culture. l'Église, la famille et les corps intermédiaires. On a eu un conférencier, M. Paquet de l'Université d'Ottawa, qui nous a bien montré cette position de Fernand Dumont, qui, à la fin de sa vie, en arrive à choisir l'État plutôt que sa religion. Plutôt que l'Église. Parce que Mounier enseignait qu'il ne faut pas que l'Église s'implique dans les affaires temporelles ou profanes. Et il dénonce cette implication dans le social comme étant une hérésie. Et pour lui, ce n'est pas du christianisme. Ce qui est beau dans ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a des gens qui sont philosophes et qui réfléchissent sur la grande direction,
Il y a ceux qui sont plus au niveau de la plomberie, qui disent comment est-ce qu'on va faire ça. Et il y a ceux qui disent comment on va opérationnaliser ça sur le plan politique. Donc, on nous laisse ici un goût aussi d'action concrète, de pistes de solutions. On ne fait pas juste... De subversion. Il faut appeler les choses par leur nom. Le système, pour le moment, est un rouleau compresseur. J'aime pas le mot libéralisme qui est utilisé. C'est un État jacobin qu'on a. C'est un État de totalitaire. Pour désbalancer ce monde-là, il faut être un imprécateur. C'est-à-dire qu'il y a un très beau roman de M. Peel qui s'appelle L'imprécateur. Et l'imprécateur, c'est celui qui, tout d'un coup, les gens dans une grande multinationale trouvent un petit document sur leur bureau qui disent « ça arrivera ». Et tout le monde est déstabilisé. Il faut déstabiliser. On a aussi accusé beaucoup les politiciens aujourd'hui. Moi, c'est les bureaucrates qui me font peur, beaucoup plus que les politiciens. Il y a les bureaucrates qui prennent des décisions unilatéralement. Les pauvres politiciens ont bien d'autres choses à faire que s'occuper des écoles. Ça a été un rouleau compresseur. Attaquez-vous donc à des problèmes à votre mesure. S'attaquer à des problèmes trop gros pour vous autres, là, ça va vous décourager, c'est tout. L'important dans n'importe quel mouvement, c'est de gagner les premières batailles. Attaquez-vous à quelque chose que vous allez gagner. M. Descaries disait très bien qu'il ils ont peut-être gagné Drummondville. S'ils gagnent Drummondville, ils vont gagner Montréal. Mais s'il n'y avait pas eu ces petits mouvements-là sur des choses précises, et j'ai beaucoup aimé l'idée qu'ils ne sont pas malhonnêtes, ils ont simplement dit attaquer le gouvernement sur le fond du nouveau cours de culture religieuse, ça devient difficile. Mais sur le processus, on les a eus. Je faisais la comparaison avec Al Capone, qui n'ont jamais condamné pour crime, mais qui ont condamné pour évasion fiscale. C'est la méthode. La méthode est de dire il faut absolument enrayer le système de façon à mettre du sable dans la machine, empêcher le rouleau compresseur de fonctionner bien. Et ça, à mon avis, c'est possible. Concernant justement nos droits, est-ce que la Charte des droits et libertés canadiennes, québécoises, nous protège quand même, nous, parents ou simples citoyens? Ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est vraiment l'aspect philosophique qui est derrière l'aboutissement des chartes. Alors, il faut bien comprendre que les chartes ne sont pas là pour aider, sont là pour remplacer les valeurs chrétiennes catholiques qui ont toujours fondé la civilisation occidentale, incluant la canadienne et la québécoise. Ce qui a uni ce pays-là, entre les Anglais initialement et les Français, c'était l'Église qui maintenait ça à bout de bras. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Canadiens français ont ce qu'ils ont comme reconnaissance, c'est parce que l'Église a défendu depuis toujours. Alors, ce qu'on peut reconnaître au niveau philosophique, c'est qu'il y a un problème fondamental, c'est que les chartes découlent du libéralisme ambiant. Et le libéralisme fait tout, et on le voit là. Le libéralisme actif actuellement, c'est le gouvernement de Jean Charest et l'opposition officielle de Pauline Marois qui disent vos droits, vous n'en avez pas, vous, les catholiques, les chrétiens, et même les parents au Québec, vous n'avez plus d'autorité sur vos enfants. C'est ça le drame occasionné par les chartes. Ici, on a une possibilité d'élaborer, de décortiquer, de penser, mais aussi de s'engager un peu plus loin. Et c'est la partie difficile. Naturellement, il y a toute une base philosophique derrière ça, d'éduquer la population, je dis souvent de rééduquer les anciens et les plus jeunes, de les éduquer carrément sur, par exemple, la doctrine sociale de l'Église. Bien, c'est un travail qui doit être fait en occupant l'espace médiatique, en occupant l'espace public, parce qu'il y a un rejet de cette éducation-là. Alors, c'est pas facile à faire. Il faut le travailler. Et quand je parle d'un mouvement, c'est pour créer cette capacité de le faire. Et c'est comme ça que j'ai adhéré à la clé. C'était pour dire, prenons ce qui a été fait comme travail, mais allons plus loin. Allons chercher l'argumentaire, en fait, que l'État imposait contre lui-même. Et c'est ce qui a bien fonctionné. On verra ce que le jugement nous présentera pour la suite. Vous avez demandé aux citoyens, venez, prenez action. De quelle façon les interpellez-vous, justement, pour que les chrétiens puissent afficher leur chrétienté, finalement? Bien, dans le fond, il y a eu une grande passivité au Québec depuis la Révolution tranquille. D'ailleurs, le colloque portait là-dessus. Puis on s'est rendu compte que plus on a laissé rentrer l'État dans nos vies, bien, ça a rendu les individus passifs moins responsables d'eux-mêmes. L'État s'occupe de tout. L'État s'occupe de votre éducation. L'État s'occupe de votre santé, de vos finances personnelles. C'est rendu que l'État, maintenant, vous dit que vous devez parler à vos enfants. L'État vous dit que faites attention quand vous traversez la rue, etc., etc. C'est devenu... C'est fou, là. Donc, on a déresponsabilisé le citoyen. Et moi, mon message, ben, c'est justement, c'est qu'il faut casser ça, la révolution tranquille. Arrêtez ça. Responsabilisez-vous. Devenez quelqu'un. C'est juste ça. De quelle façon on pourrait apporter justement un peu plus de spirituel ou de religion à la politique?
Ben, comment on peut le faire? Bon, déjà, renseignez-vous sur vos politiciens. Encore là, c'est votre devoir de citoyen de vous renseigner sur les valeurs de ceux et de celles qui vous représentent. Regardez, si vous êtes un catholique pratiquant, regardez, est-ce que ceux pour qui je désire voter vont militer pour ça? Moi, je vous le dis, je l'affirme, je suis catholique. Donc, c'est sûr que mon guide suprême, mes valeurs, elles sont là. Et ça tombe bien parce que ce sont aussi, je pense, les valeurs du Québec contemporain. C'est pas obligé de tomber dans la religiosité non plus. Ce sont les valeurs sur lesquelles on a bâti notre système de loi. Et tout ce qui se passe au Québec est bâti sur les valeurs chrétiennes. Donc, il n'y a pas de malaise là. Et je pense que tous ceux qui ont désiré émigrer ici, qui avaient d'autres cultures, eh ben, ils ont aussi choisi ça. Et ils ont choisi de venir sur un terrain qui avait les valeurs dont nous avons. Alors, c'est possible d'amener nos valeurs à l'Assemblée nationale, c'est ce que vous dites? Absolument, j'espère que oui. Si on doit les laisser au vestiaire, je vais changer de métier. Là. Et quel est votre enjeu principal pour cette course? J'en ai 3. Choix, liberté, famille. Alors, est-ce qu'on peut espérer qu'il y aura un 4e colloque pour l'année prochaine? Bien sûr, et probablement que ce sera sur le thème de la famille, parce que, comme le disait un des conférenciers, le personnalisme favorise l'individu et au détriment de la famille. Alors, dans le Québec d'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'État favorise l'individu et défavorise constamment la famille. Par exemple, l'éducation des tout-petits, maintenant, se fait à la garderie. Donc, la famille sera probablement le thème que nous allons retenir et voir quand même articuler une réflexion qui mène toujours à l'action.